Bonjour Bonjour, à, bonjour à à tous. toutes et à tous. Est-ce que vous nous entendez bien, s'il vous plaît, si vous pouvez juste répondre dans la petite partie de chat en bas à droite, qu'on soit sûr d'être bien audible. Parfait. Merci beaucoup. Super, On on se a- lance alors? Allez, c'est Allez, parti. Eh bien, merci à toutes et à tous d'être là pour le déjeuner. L'idée aujourd'hui avec ce webinaire organisé par Hectarea, c'est de parler, comme d'habitude, du système agroalimentaire. On n'est pas là par hasard. On va parler de toute la chaîne de valeur, depuis la production jusqu'à la consommation, pour voir quelles sont les solutions pour créer un système, pour construire un système agroalimentaire qui soit transparent, juste et équilibré. Donc, je suis ravie d'avoir l'opportunité, la chance de présenter ce webinaire. Je m'appelle Marion Chup et je travaille chez Make Sense, qui est un écosystème associatif qui travaille avec l'ensemble des parties prenantes de la société pour construire une société qui soit juste, durable et résiliente. Et donc, moi, je m'occupe de la partie des activités d'investissement dans des entreprises, des jeunes entreprises et organisations à fort impact social et environnemental positif. Et donc, j'ai le plaisir de travailler avec plusieurs entrepreneurs et entrepreneuses de cette chaîne de valeur. Et j'ai donc eu déjà le plaisir de travailler avec les trois participants et participantes de cet échange. Paul, le cofondateur de Hectarea, Salomé, la cofondatrice du Drive to Nu, et Charles, le cofondateur de Poiscaille. Chacune d'entre eux vous en dira plus sur ce que font ces belles entreprises. Mais pour commencer, je vous propose de lancer l'échange avec un petit sondage, un petit quiz. Est-ce que vous savez, je vous invite à répondre dans le chat, est-ce que vous savez quelle est la part de fruits et légumes qui sont importés en France? Combien des fruits et légumes on achète et on retrouve dans nos supermarchés et magasins sont importés? Vous pouvez répondre, Sachant que taper dans le c'est un chat. pourcentage qui est attendu du coup. 40%, 70%, beaucoup. On on n'est pas loin du compte. Euh, En effet, c'est autour de la moitié des fruits et légumes qui sont importés aujourd'hui en France. C'est les chiffres des douanes et ça varie en fonction des filières, mais en moyenne, c'est plus de la moitié des fruits et légumes. Si on parle poisson et pêche, parce que Charles est là aussi pour représenter cette filière, est-ce que vous savez le pourcentage de poissons que l'on mange en France qui est importé? Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins? 60, 50%. C'est en Plus de effet la plus de la moitié. moitié. C'est même plus que les fruits et légumes, puisque c'est environ 70% des poissons qu'on mange qui sont importés. Pour continuer sur cette filière, est-ce que vous savez le pourcentage, la part des poissons qu'on consomme en France qui sont issus de l'aquaculture? Est-ce que vous avez une idée? 80%. Est-ce que moins de la moitié? Eh bien, c'est en fait la moitié des poissons consommés qui sont issus de l'aquaculture. Donc ça pose déjà un peu le contexte. Aujourd'hui, on est là, on est réunis pour parler de bien manger et donc de bien produire. On peut pas parler de ce sujet sans aborder la problématique avec une approche de filière. Et quand on parle de filière, on parle d'une chaîne d'acteurs économiques qui s'organisent autour de la même matière, donc que ça soit des fruits, des légumes ou des poissons, dans le cadre d'un projet de développement commun de cette chaîne de valeur. Et la filière, elle comprend tant des producteurs, on commence par la production, que des transformateurs, des distributeurs, mais aussi les consommateurs et les consommatrices en bout de chaîne. Donc, pour transformer notre système agricole et agroalimentaire et qu'il devienne une solution
plutôt que la source de problèmes environnementaux, sociaux et de santé publique qu'on connaît et sur lesquels on va revenir quand on pose ce contexte. C'est donc toute la chaîne de valeur qu'il faut changer. C'est pas si facile. Tout le monde le sait, et en particulier pour les consommateurs et les consommatrices, quand on est éloigné de cette production, quand on ne sait même pas d'où viennent les produits qu'on mange ni comment les cuisiner, c'est pas facile de se rendre compte de toute cette chaîne de valeur et d'identifier les leviers ou les solutions pour la transformer ou les transformer. Donc, on va aujourd'hui parler de reconnexion, de transparence, de répartition juste de la valeur pour transformer ce système agroalimentaire actuel grâce à des filières qui soient durables, qui soient respectueuses du vivant et qui soient équitables pour chacune des parties prenantes. On va commencer par poser le contexte. Donc, je vais laisser la parole d'abord à Paul puis à Salomé pour peut-être poser le contexte de l'agriculture française aujourd'hui. Alors, du coup, merci beaucoup Marion pour l'introduction. Effectivement, sur le contexte, on voit par les quelques chiffres qu'on a donnés que globalement, soit on importe beaucoup, soit on fait beaucoup de cultures type aquaculture. En fait, si on prend l'agriculture en France, il y a trois grosses filières. Les trois principales, c'est donc la laiterie, les céréales et vin et spiritueux. Si on prend les céréales, c'est 35% de la surface agricole en France. Et en fait, on a récemment pas mal parlé de souveraineté alimentaire. Et quand on regarde, on se dit finalement, est-ce qu'on peut consommer tout au long de l'année nos produits et qu'ils soient français? La réponse, elle est non actuellement. Donc, on n'a pas cette souveraineté-là. Et en fait, si on sort de ces trois grandes filières, la plupart des autres, elles sont déficitaires. On importe c'est 50 ou 60% de fruits et légumes, on importe un poulet sur deux, un agneau sur deux. Et donc, on a en fait la plupart de nos filières qui sont au niveau du prix moins compétitifs que des filières à l'étranger à bas coût. Et donc, on a tendance à consommer des produits étrangers. Et le problème, c'est que nos filières du coup de consommation réelle de tous les jours, que peuvent être les fruits et légumes, les légumineuses ou autres, ben, c'est des filières qui, pour la plupart, sont plutôt en train de péricliter. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir ce constat-là pour faire ses choix de consommation. Parce que si on veut à l'avenir pouvoir être indépendant alimentairement, il va falloir changer radicalement nos pratiques et nos modes de consommation. Si on continue de la sorte, dans 10 ans, on couvrira 35% de nos besoins alimentaires en France. Donc c'est un peu on va dire un signal d'alarme, hein, tout simplement, sur l'état du marché actuellement agricole en France. Pour autant, il y a plein d'agriculteurs qui travaillent très bien et qui se battent pour nos filières. Via Hectarea, j'ai rencontré à peu près 250 agriculteurs sur les 12 derniers mois et on a des agriculteurs formidables dans toutes les filières qui se battent et qui font des produits de qualité et qui sont souvent bien supérieurs en termes de normes de production que ce qu'on peut importer en France. Et justement, ils ont besoin de financement, ils ont besoin de plus de consommateurs pour avoir des exploitations qui soient viables dans le temps. Et c'est en cela qu'on doit tous se mobiliser et tout simplement acheter ces produits français qui sont très souvent sur des normes de production positives, même si il y a beaucoup de chemin encore pour aller vers des normes qui soient encore meilleures pour notre santé et pour notre consommation. Peut-être Salomé, si vous voulez compléter. Ouais. Ouais, oui, peut-être pour compléter, du coup, je suis ravie de participer à ce webinaire. Pour compléter peut-être ce que tu dis, Paul, effectivement, il y a un souci, effectivement, côté consommateur, il faut qu'on change nos modes de consommation. Il faut aussi que, en fait, il faut aussi dire que le métier d'agriculteur aujourd'hui, c'est un métier qui souffre un peu de son image quand même. C'est un métier qui est assez méconnu. C'est un métier qui est assez isolé, qui est difficile, qui n'est pas très bien rémunéré. Souvent, c'est exercé assez loin des services publics. Donc, c'est très difficile de s'installer. Aujourd'hui, c'est plus facile d'hériter de terre, hein, très clairement, que de s'installer. Donc, vous répondez à une partie du problème, effectivement, avec Hectarea en accompagnant les nouveaux. Mais voilà, ça demande une mobilisation de trésorerie qui est énorme. Donc, voilà, c'est un souci qui est systémique, en fait, et qui doit être adressé par des politiques publiques aussi, au niveau national et aussi au niveau européen.
Et c'est vrai qu'à côté de ça, on a quand même effectivement toute une nouvelle génération de nouveaux, de néo-ruraux, en fait, de nouveaux agriculteurs qui reprennent des exploitations aussi, qui les convertissent en bio, qui font des choses d'ailleurs qui sont parfois plus précises techniquement que ce que faisaient les anciens, enfin, en traitant de façon moins préventive, avec pas de traitement préventif, avec des cultures intermédiaires, avec du semi-direct. Donc voilà, il y a de l'espoir, mais c'est un gros mouvement qu'il faut encourager, à la fois côté politique publique et évidemment, effectivement, à la fois côté consommateur, parce que c'est une filière qui peut créer beaucoup d'emplois, mais il y a besoin de plus d'aide en fait, aussi de la part des pouvoirs publics. On le voit, on l'a vu l'année dernière. Il y a eu une très belle production en bio, mais comme les consommateurs se sont détournés du bio avec l'inflation et puis pour un tas de raisons, voilà, il y a une grosse partie de la production bio qui a été déplacée. Et donc, ça a été beaucoup moins bien vendu. Donc, c'est un gros manque à gagner pour les agriculteurs. Donc, voilà, pour ça, il faut un écosystème qui soit mieux enveloppant pour eux, avec voilà des assurances, des politiques publiques de soutien. Et puis c'est aussi un système qu'il faut décomplexifier. Je crois qu'aujourd'hui il y a quand même certains organismes qui aident pas beaucoup parfois. Voilà, il y a la SAFER, enfin il y a beaucoup de choses qui sont parfois un peu archaïques en termes de règles et qui empêchent de pouvoir justement s'installer et innover dans ce secteur-là. Donc voilà, je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre dire que c'était mieux avant, parce que il y avait quand même une forme d'agriculture un peu plan Marshall, ultra productiviste, intensive de sortie de guerre, voilà, et le fait d'être dans un système où on importe effectivement les 2 tiers de notre alimentation. Il ne faut pas tendre là-bas non plus parce que c'est ni bon effectivement en termes d'impact carbone, d'impact environnemental. Ça l'est pas non plus pour notre santé, puisque évidemment que les propriétés nutritionnelles sont toujours bien meilleures. Et non, ne parlons pas du goût quand on consomme en local et en circuit court. Très clairement. Merci à tous les deux pour ce panorama disons, des problèmes ou des enjeux que rencontre l'agriculture aujourd'hui en France et en Europe dans un certain cadre. Est-ce que Charles, tu peux nous faire un peu le même panorama, poser le contexte actuel de la pêche en France? Oui, d'abord merci pour l'invitation et heureux d'être avec vous. Il y a pas mal de similitudes avec l'agriculture, c'est que globalement, on voit aujourd'hui, on a une baisse du nombre de marins pêcheurs, une baisse de nombre de navires, mais on a un facteur assez différenciant à la pêche, c'est l'état de la ressource. Donc on est essentiellement sur une ressource sauvage en France et l'état de la ressource qui était plutôt à se dégrader jusque dans les années 2010 a tendance à s'améliorer. Alors, c'est pas encore la fête, mais en Europe, on est plutôt des bons élèves, on va dire, par rapport à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que nos stocks de poissons se reconstituent lentement. Mais ce que disent les scientifiques, c'est qu'à l'époque où on avait 1000 tonnes de poissons à un endroit, on est descendu à 100 tonnes dans les années 2010. On est remonté à 200, 250 tonnes. Mais les scientifiques nous amènent à remonter plutôt à 400 à 500, histoire d'avoir des stocks de poissons plus résilients. Ils sont notamment assez inquiets sur l'impact du changement climatique. On voit déjà des effets assez forts avec des explosions de population. Vous avez peut-être entendu parler des poulpes qui ont envahi la Bretagne ces dernières années. Voilà, on voit des phénomènes aujourd'hui qui sont assez forts, des remontées d'espèces vers le nord, et donc des pêcheurs qui sont contraints de s'adapter. Et l'adaptation, elle n'est pas forcément facile. Autant, je pense qu'un agriculteur qui voit des changements de production peut aller peut-être s'inspirer de ses voisins plus au nord ou plus au sud pour avoir des pratiques. Autant, nous, on se rend compte même de ça avec Poiscaille. Quand on dit à un pêcheur, on est capable de te pêcher, de t'écouler telle espèce méconnue, et tu peux en attraper tout ce que tu veux. En fait, il n'y a pas cette culture d'attraper certaines espèces. On a une capacité à attraper un peu toujours les mêmes espèces, les plus connues, et les moins connues, beaucoup moins. Donc ça, c'est un facteur qui est assez important. Et il y a un point qui est quand même assez intéressant, c'est que on a les poissons, mais on a aussi les coquillages, crustacés et algues. Et là-dessus, on est plutôt pas trop mal lotis en France, notamment sur nos huîtres et nos moules. Et donc là, on arrive à avoir quand même une production qui couvre la demande nationale, voire qui permet d'exporter pour les huîtres. Et là, on a un potentiel qui est
présent de pouvoir consommer plus de coquillages, voire d'installer des filières d'algues, voire d'installer des combinaisons. On parle d'aquaculture multitrophique, des algues plus des coquillages, plus des crustacés en dessous autour. Donc il y a un potentiel assez intéressant. Et donc ça, je pense que c'est une piste d'avenir. Un point quand même sur les sujets du commerce, en tout cas des produits de la mer. Il faut savoir qu'en France, en fait, beaucoup de la pêche française qu'on dit fraîche, c'est-à-dire débarquée sur nos côtes, est beaucoup achetée par les Espagnols et les Italiens. Donc en fait, on exporte vers l'Espagne, l'Italie, pour nous importer plutôt du nord de l'Europe, voire d'autres zones dans le monde. Je ne sais pas quelle est la raison exacte, mais les Espagnols et les Italiens sont les plus gros consommateurs de produits de la mer que nous, et ils sont prêts à payer une qualité du poisson français qui est plutôt bonne. Et c'est un peu dommage, moi ça me chagrine de voir du saumon norvégien ou du cabillaud islandais inonder le marché français pendant que nos merlus, nos tacos et nos merlans partent en Espagne. Il y aurait des choses peut-être un peu plus cohérentes à faire à ce niveau-là. Ouais. Donc on voit que sur l'ensemble de ces filières que vous avez évoquées, que ce soit de l'agriculture ou de la pêche, il y a des nœuds sur tout le long de cette chaîne de valeur qu'il faut arriver à débloquer, à transformer pour que ce système agroalimentaire soit à la fois plus vertueux pour l'environnement, mais aussi pour les producteurs, les consommateurs et l'ensemble de la chaîne. Mais est-ce que on est entre l'agriculture, enfin les filières d'agriculture et la pêche, est-ce qu'on est au même stade de cette transformation ou de ce déblocage des nœuds? Est-ce qu'il y a d'autres différences? Charles, peut-être tu peux nous répondre sur ça. Est-ce qu'il y a d'autres différences à prendre en compte entre l'agriculture et la pêche qui font que la transformation, il y a des éléments similaires, mais il y a aussi des spécificités à prendre en compte? Mon point de vue, c'est qu'à la pêche, on est vraiment très en retard par rapport à l'agriculture. D'abord, c'est parce que c'est un tout petit secteur. Donc en gros, en France, il y a 4500 navires de pêche aujourd'hui. Vous me corrigerez peut-être Paul ou Salomé, mais je crois qu'il y a à peu près 400 000 exploitations agricoles. Donc on est sur des échelles qui sont largement inférieures à la pêche. Ça fait que la filière est beaucoup moins structurée, beaucoup moins accompagnée. Donc tous ces systèmes qu'on voit dans les chambres d'agriculture, les coopératives, etc., est beaucoup moins présent sur les ports de pêche, plutôt déclinant, a du mal à se maintenir. Même certains ports, on se pose la question de maintenir la criée où se vend le poisson. Et on envisage plutôt d'installer des ports de plaisance que de maintenir la criée parce que les outils sont beaucoup trop petits. Vous voyez par exemple quand un éleveur est capable d'avoir un abattoir à proximité de chez lui. Alors je sais qu'il y en a plein qui doivent avoir des difficultés à en trouver, mais ce système de service où un producteur peut amener ses productions et les faire transformer à façon, à la pêche, c'est une tannée à trouver. Nous, avec Blue Sky, on cherche des gens pour le faire. On est en Île-de-France. Il n'y a personne qui veut nous découper, nous emballer du poisson. Donc, pour un producteur, c'est encore plus compliqué. Ce qui rend la diffusion dans les magasins vertueux, engagés, beaucoup plus complexe. Donc, moi, je suis assez énervé. À chaque fois, je vois du saumon norvégien bio dans les magasins, alors qu'on est pas loin de la mer et qu'il n'y a rien d'autre à part ça. Et ça, je suis pas d'accord la plupart du temps. Sur ton point, peut-être juste, effectivement, il y a une très forte similarité avec, finalement, pour qu'un éleveur s'en sorte, au bovin ou autre, il faut qu'il puisse transformer. Et en fait, il y a un énorme problème sur les abattoirs actuellement en France, c'est que les abattoirs sont trop loin. Et quelqu'un qui fait un bovin, il va avoir 300-400 kilos de viande. Il a besoin, en fait, d'aller pas trop loin, de pouvoir écouler ça facilement. Et la plupart des abattoirs locaux ferment. C'est une réalité et donc ils sont obligés d'apporter à une coopérative, ils peuvent plus faire la transformation. Et j'ai rencontré pas mal d'éleveurs récemment qui arrêtaient de faire des caissettes ou de la livraison en direct parce que l'abattoir il est à 100 km, parce qu'il faut aller sur le marché après et qu'en fait, malgré toute la bonne volonté du monde, d'un point de vue technique, c'est juste infaisable. Et en fait, voilà, je pensais que le tableau était plus rose, alors il est peut-être mauvais, dégradé à l'agriculture et inexistant à la pêche. En tout cas, voilà, là, pour moi, il y a vraiment un énorme potentiel là qui est soit absent, soit en train de se réduire, de permettre aux producteurs de valoriser leur production et de déléguer une partie du schéma. Un point, je pense quand même à prendre en compte pour comparer agriculture et pêche, c'est les volumes de production.
De ce que je comprends, moi-même en regardant du maraîchage et autres, un pêcheur, il produit quelques dizaines de tonnes de poissons maximum sur une saison. Alors que j'ai le sentiment qu'un agriculteur va aller sur des volumes bien plus élevés, et puis surtout des aléas qui sont beaucoup plus forts. C'est-à-dire qu'on voit des variations tant sur les quantités que sur les espèces présentes que sur les prix du marché qui varient très très fort. Donc un aléa qui pousse les pêcheurs à faire du volume tout le temps, et c'est la seule solution historique qu'ils ont trouvée par défaut de prix avec ces systèmes de vente aux enchères qui varient énormément. Ok. Merci pour d'avoir remis ce contexte actuel en perspective. Si on essaie de creuser le sujet, on voit d'abord que un des éléments principaux ou un des blocages principaux, c'est aussi la méconnaissance, la manque d'information et peut-être d'éveil de chacun et chacune d'entre nous sur ces enjeux-là. C'est difficile, c'est un secteur complexe, c'est difficile de tout comprendre. Et on peut aussi expliquer cette méconnaissance par une déconnexion entre les consommateurs, consommatrices et les producteurs, productrices. Et ça fait partie de la mission d'Hectarea de recréer cette connexion. Est-ce que Paul, tu peux nous en dire plus sur comment vous le faites et comment ça contribue à faire changer les comportements pour mieux consommer? Ouais, avec plaisir. Effectivement, on est plus au courant finalement de quels sont les légumes de saison, quels sont les fruits de saison. On va souvent au restaurant et vous avez de l'angus, même si on en fait un petit peu en France pour le bovin. Vous avez des espèces qui viennent d'Argentine, d'Irlande, etc. Alors qu'en France, on a énormément de races, pour en citer quelques-unes, Simmental, Salaire, etc. Il y en a plein. Et du coup, en fait, comme tu dis, Marion, il y a une méconnaissance, que ce soit sur le végétal ou sur l'animal, de ce qui est produit en France. Et donc, nous, chez Hectarea, l'idée, c'est de répondre à ce double enjeu. C'est finalement comment reconnecter les particuliers avec les agriculteurs pour que le particulier comprenne mieux ce qu'il consomme. Et le double enjeu côté agriculteur, c'est comment avoir aussi le financement. Et du coup, c'est ce qu'on a fait avec Hectarea, c'est de permettre aux particuliers d'investir dans la terre agricole pour aider les agriculteurs à se financer. Sur ça, en fait, l'agriculteur, pour son financement, et Salomé en parlait tout à l'heure, une installation, c'est très complexe. Il faut acheter le foncier, enfin faire l'acquisition du foncier, donc de la terre, acheter les machines pour la travailler, s'occuper de la distribution, etc. Et donc, vous avez des coûts qui sont très élevés pour l'installation. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est que via l'épargne des particuliers qui investissent dans la terre agricole, on met la terre en location à l'agriculteur. Comme ça, il n'a pas besoin de mobiliser d'entrée tout le capital sur le foncier pour s'installer et ou pour agrandir son exploitation, la pérenniser ou autre. Et donc, en cela, ça permet à l'agriculteur de se financer. Mais un des points aussi les plus importants, au-delà de la partie vraiment investissement, c'est la partie sur la reconnexion. Pour chacun des agriculteurs qu'on a financés, après, on a un tableau de bord qui reconnecte directement l'agriculteur au particulier, qui fonctionne comme un mini réseau social. Et en fait, en tant que particulier, quand vous avez investi, c'est à peu près 100 particuliers par terrain, vous avez un contact direct avec l'agriculteur. S'il a la chance de pouvoir, dans son modèle, faire la transformation sur place, il propose des prix aux particuliers qui ont investi. Et l'idée, c'est de recréer ce lien qui est perdu. Et si on va au-delà de la vision d'Hectarea, c'est vraiment, on est ce qu'on consomme. Et en fait, on a oublié ce point-là dans nos dépenses des ménages. Si vous regardez votre part que vous allouez réellement à l'alimentation par rapport à il y a 30 ans ou 50 ans de ça, on était à 30% du revenu des ménages. Maintenant, on est à 10% maximum selon les choses qu'on peut trouver. Des fois, c'est moins. Donc, on a vraiment un sujet d'allocation de nos dépenses. Et donc, notre envie, nous, chez Hectarea, c'est de se dire que si vous investissez auprès d'un agriculteur dans sa terre, en fait, vous allez regarder les messages qu'il met aussi sur sa production, et ça va vous permettre de comprendre, ah oui, il produit à telle saison, ah oui, il y a eu tel problème sur la récolte, etc. Et ça va vous permettre en fait de refaire ce cheminement sur la consommation. Voilà. Après, bien sûr, c'est de l'investissement. On n'a pas voulu le faire à n'importe quel prix. L'idée, c'est d'investir uniquement sur la terre. On ne veut pas qu'en tant que particulier, vous preniez le risque de l'exploitation. C'est-à-dire que si malheureusement, il y a un problème avec l'exploitation de l'agriculteur, on peut relouer la terre à un autre, etc. Voilà, l'idée, c'est de trouver un peu un
on va dire un couple gagnant-gagnant où vous pouvez le soutenir, mais via un investissement qui est concret et avec un risque relativement contrôlé vu que c'est que de la terre. Et enfin, la terre, ça disparaît pas, à part si vous êtes en zone inondable, et il faut aller pas acheter en zone inondable. Mais voilà, c'est vraiment du concret. Et j'ajouterais peut-être un dernier point sur le mieux consommer. Effectivement, même pour un peu la détresse sociale qu'il peut y avoir dans le monde agricole, il y a déjà le fait de voir ces produits qui sont pas forcément consommés en France, comme le disait Charles pour le poisson, où c'est vendu à l'étranger, parce qu'en fait, on a un marché de valorisation, donc on va vendre à l'étranger si on arrive à retirer un meilleur profit que de vendre en France. Et donc, c'est vraiment voir cette production-là et pouvoir l'acheter directement. Ok. Voilà. Ok, super clair. Est-ce que sur la filière particulière de la pêche, Charles, comment vous, avec Poiscaille, vous procédez pour recréer ce lien entre les pêcheurs et les consommateurs et consommatrices? Comment vous procédez pour construire une chaîne de valeur ou contribuer à construire une chaîne de valeur qui soit plus équilibrée entre toutes ces parties prenantes? Bah, c'est surtout par les critères qu'on a pris dans les poissons qu'on met dans nos paniers. Ce qui est compliqué à la pêche pour le consommateur, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de certifications évidentes. Il n'y a pas d'équivalent du bio qui garantit aux consommateurs qu'il y a des pratiques objectivement vertueuses derrière, et deux, aux producteurs une bonne rémunération s'il les met en œuvre. On voit passer le label MSC ou label pêche durable. Ils sont notamment pour le label MSC assez contestés en ce moment même d'ailleurs, parce qu'il y a des techniques de pêche qui sont certifiées qui sont largement contestables pour garder des propos modérés. Et donc on n'a pas vraiment de labellisation. Et un autre problème, c'est que la labellisation, elle est souvent exigée d'être collective, c'est-à-dire qu'on dit on veut un groupe de navires qui pêche sur un stock de poissons. C'est un énorme frein. Ma conviction, c'est qu'on devrait labelliser les navires de pêche et les bateaux de pêche comme on labellise les exploitations agricoles de manière individuelle, et pas les pénaliser si elles sont sur une zone qui est en mauvais état alors qu'elles ont des bonnes pratiques. Et donc, nous, en fait, on s'est inspiré quand on a créé Poiscaille. Moi, avant, je travaillais au ministère de la Pêche et je travaille beaucoup avec des textes européens. Et dans les textes européens, il y a quelque chose qui s'appelle la petite pêche côtière. La petite pêche côtière, c'est des navires qui font moins de 12 mètres et qui utilisent que des techniques dites douces, donc pas d'engins tractés, donc de la ligne, du casier, de la pêche à pied, de la pêche en plongée, pas de chalut et pas de drague. Et en théorie, dans les textes européens, ces unités de petite pêche côtière devaient être favorisées. En réalité, ça l'est pas beaucoup, à part un peu plus d'intensité d'aide quand ils ont des subventions qu'ils ont du mal à obtenir parce qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de temps pour faire de l'administratif. Notamment, ils doivent être favorisés sur les quotas de pêche, sur l'accès à la ressource, etc. Mais ils ne le sont pas vraiment. Et donc, nous, chez Poiscaille, on a dit, quand on parle de pêche durable, c'est des bateaux de moins de 12 mètres. Ils n'utilisent que des techniques douces pour pêcher leurs poissons, à savoir qu'un bateau ne peut pas changer de technique d'un jour à l'autre pour pêcher ses poissons. Et on a rajouté un critère de temps en mer en disant il faut qu'ils sortent à la journée. Ça, c'est pour pouvoir garantir la fraîcheur du produit et de s'engager sur un autre critère qui est la fraîcheur, où pareil, c'est souvent assez flou. Et c'est assez intéressant parce que nous, pas mal des pêcheurs avec lesquels on travaille, honnêtement, cette petite pêche côtière, elle a plutôt des bonnes manières de valoriser son produit. Quand ils pêchent des espèces nobles comme du bar, du homard et de la sole, c'est essentiellement des restos étoilés ou des palaces qui leur achètent. Par contre, quand ils pêchent des espèces moins connues, là ils ont moins de débouchés. Mais c'est assez intéressant d'avoir les témoignages des pêcheurs qui disent moi je suis assez content que mes poissons soient consommés par monsieur tout le monde et pas forcément par les gens qui ont les moyens d'aller dans les palaces, voire même par des enfants qui n'ont jamais vu la mer, qui sont à l'autre bout de la France et qui savent pas ce que c'est un poisson. Donc ça m'importe énormément et c'est un point important du fait de travailler avec Poiscaille. Ouais, donc vous travaillez grâce au travail que vous faites sur la gamme de produits, sur la chaîne de valeur, avec les sur un meilleur partage de la valeur, qui soit et sur une amélioration de l'impact environnemental de la pêche. C'est aussi ce que vous faites en fait avec le Drive to Nu sur d'autres filières, sur une gamme qui est
qui est différente et plus large. Est-ce que tu peux nous expliquer, Salomé, ou nous en dire plus en fait sur votre chaîne de valeur, vos chaînes de valeur et comment vous travaillez avec l'ensemble de votre écosystème depuis l'amont, depuis les producteurs et les productrices, pour construire un système qui soit aussi respectueux de l'environnement et de l'ensemble des parties prenantes, d'un point de vue aussi rémunération des producteurs et de bons produits pour tout le monde. Oui, nous, c'est vrai que le Drive to Me, notre mission, notre enjeu, c'est de démocratiser la consommation zéro déchet et responsable. Donc, ce qu'on entend par là, c'est qu'évidemment, on apporte une attention très particulière à la façon dont on source nos produits. Donc, nous, notre job, c'est vraiment de faire le meilleur choix pour nos clients. Donc, les produits, si je fais assez large, on les source selon 3 critères. Le premier, c'est le zéro déchet. Donc, on travaille qu'avec des producteurs qui acceptent de rentrer dans cette démarche zéro déchet avec nous et de nous fournir dès l'amont de la filière, soit en vrac, soit directement en zéro déchet par un système de consigne qu'on refournit aux producteurs. Et pour ça, on a tout un programme d'accompagnement, voilà, et de développement de produits aussi. Donc, on peut travailler avec des fermes locales, par exemple, sur le développement d'un produit spécifique qu'on n'aurait pas en zéro déchet, comme voilà le fromage tartiné type Saint-Mauré, ce genre de choses. Voilà, on peut travailler avec eux. Et puis, on fait tout un travail aussi avec des acteurs qui sont plus gros. Pour les faire standardiser leurs contenants pour que nous, on puisse aussi les remettre dans le circuit. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième, évidemment, c'est de la partie locale. Hein, on en parlait tout à l'heure. Donc, il y a un vrai intérêt à manger local, autant d'un point de vue respect de l'environnement que d'un point de vue goût et d'un point de vue organoleptique et nutritionnel. Et puis, la valeur reste évidemment du coup en local pour faire fonctionner l'économie. Donc, tout ce qu'on peut faire en local, on le fait en local. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on s'exporte dans une nouvelle ville avec le Drive to Nous, on recrée tout l'écosystème de producteurs autour. Donc, on l'a fait à Toulouse, on l'a fait à Bordeaux, on l'a fait à Lille. Et donc, en respectant aussi les spécificités régionales qu'il peut y avoir. C'est-à-dire que l'assortiment n'est pas exactement le même, évidemment, et la saisonnalité à Lille qu'à Toulouse. Et c'est donc en respectant ça. Et donc, le troisième critère après qu'on a, c'est la qualité de produit. Donc, on travaille quasi exclusivement avec, en grande partie, on va dire, sur les fruits et légumes, qu'avec du bio. Sur le reste de la gamme, de façon plus large, on fait du bio ou ce qu'on appelle nous de l'assimilé bio. Donc, on a une équipe d'ingé agro. Au Drive to Me, c'est le plus gros pôle, les ingé agro, en dehors du pôle exploitation. C'est eux qui font le sourcing marchandises et qui, à la fois se rendent sur les exploitations pour voir comment sont cultivés les produits quand il y a besoin, sinon s'appuient sur les labellisations et puis après font tout ce travail de négociation auprès des producteurs locaux ou nationaux pour avoir effectivement un prix qui fasse que à la fois l'agriculteur, le producteur se rémunère de façon juste, que nous, en tant qu'intermédiaire au milieu et conditionneur, on puisse se rémunérer nos équipes et derrière qu'on puisse quand même offrir un prix qui soit cohérent pour nos clients parce que c'est important de dire aussi qu'il ne faut pas être déconnecté des réalités économiques aussi. Donc, le prix a une valeur. Il y a tout un travail de pédagogie qu'on fait aussi auprès de nos clients, à la fois pour leur rappeler la valeur, que le prix n'est pas toujours connecté à la valeur dans ce qu'ils peuvent trouver en grande distribution. Donc, on le voit sur la filière laitière, par exemple, c'est un exemple parfait. Hein. Le prix du lait, c'est pas ce prix-là. Le prix du thon, Charles, puisqu'on y est, c'est pas le prix du thon qu'on retrouve en grande distrie. C'est pas ça le vrai prix de la valeur qu'il y a derrière l'aliment. Donc ça, on travaille les consommateurs là-dessus, mais on travaille aussi avec les producteurs pour certains pour dire attention, nous on veut valoriser votre travail, mais attention, on vend pas de la tomate 11 € le kilo. Il faut en avoir conscience. Les consommateurs ne l'achètent pas. Et donc, au final, ça finira déclassé aussi. Donc, voilà, c'est comment est-ce qu'on arrive tous ensemble à se mettre d'accord sur quelque chose qui fasse que tout le monde est rémunéré sur la chaîne de valeur. Et ça fonctionne très bien et les producteurs en sont contents puisque pour la plupart, ils travaillent avec nous depuis le départ et ceux qu'on rentre dans la chaîne au fur et à mesure continuent de travailler avec nous. Donc, et grandissent aussi avec les débouchés du Drive to Me. Donc, voilà, c'est un cercle vertueux qui se met en place, mais c'est comme ça qu'on travaille, en tout cas au sourcing, et puis à la discussion des deux côtés, d'un côté pédagogie consommateur et parfois aussi un côté accompagnement producteur sur le prix. Négocier, c'est un gros mot, il faut quand même le redire. Hein. Négocier, ça veut dire se mettre d'accord sur un prix.
qui soit juste pour tout le monde. Et ça, c'est important de le dire, que négocier, ça ne veut pas dire saigner la personne en face, ça veut juste dire atterrir sur quelque chose qui soit juste. Ouais. Très clairement, vos trois organisations, elles apportent des solutions très concrètes aux enjeux du contexte actuel qu'on a posé au début. Si je peux demander à chacun d'entre vous, quel changement sociétal ou réglementaire vous paraît indispensable pour promouvoir le bien manger et quelles sont vos bonnes pratiques, que ce soit à l'égard du consommateur, de la consommatrice, mais aussi des autres acteurs, parties prenantes de ces systèmes agroalimentaires que vous pouvez partager pour favoriser ce bien manger. Je ne sais pas qui veut se lancer. Moi, je peux me lancer sur peut-être deux. Alors, à la fois, peut-être des conseils très pratico-pratiques et puis à la fois quelque chose peut-être de plus large et de sociétal. Peut-être les conseils très pratico-pratiques, c'est déjà d'éliminer tous les produits transformés de votre alimentation. Ça fera beaucoup et ça favorisera grandement l'agriculture et la pêche locale. Voilà, donc déjà ça, et manger évidemment de saison et local, ça c'est hyper important. Réfléchir aussi, je te rejoins, Paul, sur l'allocation du budget, l'allocation des dépenses aujourd'hui. On parle de pouvoir d'achat. Attention, est-ce qu'on a moins de pouvoir d'achat ou est-ce qu'on a, on va dire, des dépenses de début de mois très, très importantes et est-ce qu'on n'est pas tous fournis en beaucoup de choses dont on n'a pas forcément besoin. Donc, c'est ça. Et après, peut-être d'un point de vue plus large, en termes de politique publique, nous, on a un gros enjeu sur l'économie circulaire, sur la partie standardisation des contenants. Aujourd'hui, si on veut remettre de plus en plus de contenants dans le circuit, il faut que ces contenants soient standardisés, il faut que les équipes marketing des différentes boîtes arrêtent de taper des délires avec des petits pots et des petits bocaux un peu bizarres qu'on peut jamais remettre dans le circuit et qu'on recycle. Voilà, je rappelle que le verre, c'est le seul matériau qui est complètement inerte et où il n'y a pas de migration moléculaire entre le produit et le contenant. Ce qui n'est pas le cas du plastique, puisque nous ingérons tous des microplastiques en permanence dans notre alimentation à cause du fait que nos aliments sont contenus dans du plastique. Donc voilà, plus de verre, plus d'économie circulaire et donc plus de standardisation. Super, merci Salomé. Paul, Charles? Ouais, si tu veux, j'enchaîne. Merci. Je vais peut-être parler de mon expérience personnelle. En fait, contrôler ce qu'on achète pour cuisiner à la maison, c'est faisable, ça demande un peu d'organisation. Il faut trouver le maraîcher ou le primeur qui va au bon endroit, l'éleveur qui est sourcé par un bon boucher, etc. Si on consomme de la viande. Enfin, tout ça, à titre personnel, j'arrive à le faire assez simplement parce que j'ai envie de le faire tout simplement. Mais qu'en est-il de la restauration au restaurant? Bon, à part si on connaît le restaurateur, on sait qui source, et il y en a quelques-uns qui font le jeu très local avec notamment la tendance locavore où tu peux acheter au restaurant que des produits qui viennent des 150 km. Déjà, il n'y a rien qui nous le prouve, entre guillemets, mais il y a quelques restaurants cette démarche, et ce qui est super louable. Mais dans la plupart des restaurants, on n'a aucune idée de la provenance des aliments et il n'y a pas d'obligation légale en fait de nous les mettre sur les menus. Et j'ai un exemple qui m'a pas mal frappé dans les dernières semaines. Je suis allé pêcher donc des calamars au large de Seigneuse, dans le sud-ouest, dans le golfe de Gascogne. Il se trouve que c'est la saison, il y en a plein. Et dans les restaurants autour, le pêcheur, la première chose qu'il me dit, c'est regarde, on n'a jamais vu des aussi beaux. Dans les restaurants autour, la plupart, ils servent des calamars du Pérou. Voilà, donc c'est des phrases où en local, tout le monde en a marre et c'est assez choquant. Et en fait, il n'y a aucune obligation légale sur la provenance des produits. Et donc, oui, la restauration collective fait des efforts sur la loi Egalim, etc. et est assez loin du compte encore, d'ailleurs, sur ce qu'elle doit appliquer. Mais la restauration de tous les jours, on peut choisir un restaurant parce qu'on sait qu'ils font attention, mais la plupart du temps, on rejoint des amis à un restaurant, et donc, en fait, on ne va pas pouvoir contrôler ça. Et donc, on va être obligé de consommer des produits. Il y a plein de restaurateurs qui posent super bien et c'est très bien, mais effectivement, nous, en tant que consommateurs, c'est compliqué de faire un choix averti dans toute la restauration au quotidien. Charles, tu veux compléter? Ouais, d'abord, pour la partie poisson, il faut s'inscrire à poscaille.fr. C'est ça le truc le plus facile. Non, mais c'est vrai que historiquement, moi, j'étais très ambitieux à dire faut choisir que des poissons de ligne, bien sourcés, savoir exactement d'où ils viennent. En fait, c'est assez dur à trouver sur les étals et donc souvent, en fait, on se retrouve un peu en galère
Donc moi, le premier conseil que je donne aux gens, c'est arrêter saumon, cabillaud et gambas tropicales. Déjà, si vous arrivez à faire ça, ce sera déjà un bel effort. Ensuite, il y a des zones de pêche qui sont proches des côtes françaises. Si on peut privilégier les techniques douces, c'est top. Aller chercher les poissons inconnus, les poissons qu'on connaît pas trop, ça c'est l'occasion de les tester. Et surtout quand on parle de budget, là c'est vrai que souvent nous on a l'écho de dire bah oui le poisson c'est cher, pourquoi c'est ce prix-là. Acheter des poissons entiers et les cuisiner entiers, parce qu'en fait c'est hallucinant. Nous on a l'expérience avec Poiscaille, hein, dans un panier en gros aujourd'hui on vous met 900 grammes de poisson vidé. Quand on sert ça, les gens ils disent ah bah cool, on fait 4 repas avec, on est deux, on mange 2 fois dessus. Et puis si on le passe ce même poisson en filet, on se fait engueuler en disant mais on a tout mangé en 2 bouchées. Parce qu'en fait on perd énormément quand on découpe un poisson. Et cette perte là, elle est récupérée quand on cuisine entier. Donc ça c'est un conseil, je pense vraiment important, et prendre un peu ce temps-là, il est clé. Et en termes de changement sociétal, moi c'est vraiment ce sujet de labellisation des bateaux qui je pense serait vraiment un truc qui pourrait changer, parce que aujourd'hui d'un point de vue consommateur, honnêtement, c'est un peu l'enfer. On vous dit faut choisir le poisson frais, il faut regarder la zone de pêche, il faut regarder l'état du stock, il faut regarder la technique. Pour moi, c'est un bordel et une prise de C'est tête énorme illisible. pour un conso qui va en fait par défaut dire oh je sais pas, je panique, je vais manger du saumon, c'est ça, c'est simple, je reconnais et je vais sur le truc facile. Donc si on pouvait simplifier l'affichage pour le conso, ce serait parfait. J'ai Avant une question de... pour toi sur... Ah, pardon, Marion. Non, vas-y, Paul. J'ai une question sur ça. Effectivement, c'est un sujet où à titre personnel, j'ai beaucoup de mal à chaque fois à me renseigner. Je sais qu'il y a un gros sujet en ce moment, notamment avec Bloom en France, l'association, et Claire Nouviot qui pousse ça contre les labels MSC. Est-ce que tu peux voilà, nous en dire, sans tout expliquer non plus, mais nous en dire un peu plus, parce que c'est difficile de le lire là-dedans. Et effectivement, ces labels-là qu'on voit sur toutes les boîtes de thon en boîte, par exemple, on sait depuis longtemps que c'est un peu un grand n'importe quoi. Et donc là, j'ai l'impression qu'il y a une campagne qui essaie de faire réagir. Voilà, si tu peux nous expliquer un petit peu. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que à l'échelle mondiale, il y a plein d'endroits où en fait les quotas de pêche sont pas forcément fixés avec les avis scientifiques, les captures sont pas forcément suivies, les droits des travailleurs sont pas vraiment regardés ni respectés. Et donc en fait, MSC est venu mettre une couche un peu de base dans des endroits où en fait ce niveau-là il était pas présent, ou en tout cas c'était pour permettre au moins de garantir ça. Je sais plus, je crois qu'on dit qu'il y a quasiment 25% à 30% de la pêche mondiale qui est issue de la pêche illégale. Donc en fait, MSC c'est un peu moi ce que j'appelle le bio-industriel quoi. C'est ok, mais c'est presque un minimum que les consommateurs adoreraient avoir de base pour tous leurs produits. Et donc en fait, MSC est allé labelliser des pêcheries qui utilisent des chaluts qui ont un impact énorme sur les fonds marins. Et c'est ça qui est hyper à dénoncer, parce qu'en fait au final on vous vend de la pêche durable toute mignonne, et souvent en plus on prend l'image d'un petit pêcheur tout mignon, il est dans son bateau avec son ciré au bord de la mer, il est à Seignos, mais en fait au final le bateau qui est labellisé c'est un bateau qui est au large, qu'on voit jamais, qui fait 10 fois la pêche de ce pêcheur en une journée, et derrière on se dit c'est bon, tout va bien de mon côté. Et il y a un Ok. autre élément que MSC regarde pas beaucoup, enfin voire pas assez, c'est les conditions de travail des marins et des gens de la filière. Donc au final, MSC c'est vraiment un minimum qui vous dit en fait ce que vous achetez c'est pas illégal quoi. Mais ça va pas beaucoup Ok, plus loin de mon super point de vue rassurant. quoi. Voilà. Et C'est aucune garantie sur la préservation des fonds marins ou le respect des travailleurs. ok. Et il y a aussi, j'ai l'impression, plein de labels autoproclamés par les marques qui créent des logos dans tous les sens où tu regardes derrière et en fait, il y a pas de vérif, il n'y a rien, c'est un label de la marque, quoi. Bah, c'est pour ça que je disais à la pêche, on est un peu en retard. C'est comme si tout le monde pouvait se dire biologique, responsable, durable, en fait, et affirmer ça Mm. sans avoir de contrôle derrière, quoi. Peut-être avant de laisser place aux questions des participants et des participantes, parce que moi aussi je vais partager la bonne pratique qui je pense a réellement un impact dans la transformation de ce système agroalimentaire. Je pense que le bien manger c'est aussi avoir mis les mains dans la terre et avoir cuisiné.
d'un point de vue individuel, mais aussi sociétal. Je pense qu'il y a un gros changement à faire de ce niveau-là. Apprendre à cultiver, apprendre à cuisiner, et que tout le monde ait le droit d'apprendre à faire ça. Donc, je parle aussi d'éducation publique euh, pour euh, pour apprendre, pour comprendre, pour se reconnecter aussi et reconnecter ces deux bouts de la chaîne et pour ne plus voir l'alimentation comme une simple dépense, mais comme une richesse, comme un investissement et aussi une source précieuse de santé, que ce soit de santé humaine, mais aussi de santé des sols et de la biodiversité. Donc moi, je milite en faveur du retour de la cuisine du jardinage à l'école ou en tout cas au niveau, enfin, à un niveau d'éducation publique. Parce que le bien manger, c'est aussi le bien produire et le bien cuisiner. Donc voilà pour ma bonne pratique et donc je vous laisse tous ceux et toutes celles qui veulent se saisir de l'opportunité. On a encore quelques minutes et d'avoir Salomé, Paul et Charles présents et présentes pour poser les questions. N'hésitez pas, vous pouvez les poser dans le chat et chacun et chacune pourra y répondre. Ouais. Je reviens juste sur ton point, Marion. Je suis vraiment complètement aligné. De la même façon qu'on a des cours, et c'est une suggestion que j'ai souvent eue d'agriculteurs aussi, de la même façon qu'on a des cours d'art plastique ou de musique au collège, on pourrait avoir des cours de cuisine, de culture, d'aller recueillir, etc. Et ça existe dans plein de pays, notamment dans les pays du Nord. Donc, il y a une question de Mylène. Que pensez-vous des enseignes comme Biocop? Est-ce qu'ils parviennent vraiment à honorer leurs engagements? Euh, je sais pas si Oui, l'un ou l'une d'entre vous peut prendre cette question. je pense que ça m'était destiné, vu qu'il y a écrit vous êtes concurrent. Moi, je peux déjà donner mon avis. Après, si vous voulez, vous pouvez compléter, bien évidemment. C'est très bien ce que fait Biocop, c'est très très bien. Ils accompagnent, ils font de la structuration de filières, ils accompagnent vraiment les producteurs. Oui, ils tiennent leurs engagements. C'est une très belle enseigne de laquelle on a beaucoup à apprendre d'ailleurs avec le Drive to Nu. Après, ils ont une feuille de route qui est assez ambitieuse aussi sur la partie économie circulaire et zéro déchet, ce qu'ils font pas encore assez bien aujourd'hui. Et peut-être un petit bémol sur la partie production locale selon les enseignes. Après, ils ont aussi pas forcément toujours d'incitation à passer en supralocal. Ça dépend aussi des centrales d'achat qu'ils ont. Donc voilà. Après, oui, ça reste une très belle enseigne qui a des très beaux engagements avec de très belles équipes. Voilà. Et aujourd'hui, nous, on les considère plus en complémentaires que concurrents, hein, très concrètement sur le marché. Un petit complément. Oui, nous, on a la chance d'être distribués grâce à 200 Biocop, donc ils assurent la distribution de nos paniers et souvent contre rémunération nature, donc pour les équipes qui ont du poisson à pas cher ou offert régulièrement. Et j'ai mon associé qui s'appelle également Charles qui a travaillé sur le cahier des charges sur la pêche. J'ai une grosse frustration sur Biocop, c'est qu'ils ont gardé le saumon. Et ça, on les tanne à chaque fois en disant arrêtez ça et à la limite pourquoi pas garder la truite, même si je suis pas forcément d'accord, mais pourquoi pas. Mais le saumon quand même là, c'est le truc qu'on doit combattre et on aimerait bien les avoir avec nous là-dessus. Il y a une autre question d'Andrea. À votre sens, où s'arrête le local? Quelle est sa limite? Peut-être Salomé, t'en as parlé tout à l'heure du local. Tu veux préciser? C'est un vaste sujet, ça. La limite, elle est arbitraire en fonction des enseignes, en fait, hein, très clairement aujourd'hui. Pour nous, le local au Drive to Nu, c'est 100 km autour du point de vente. Voilà, pour Biocop, c'est un peu plus de mémoire, c'est 150 km, je crois. Le local, c'est ce qui vous permet d'avoir... On a perdu Salomé. Ouais. Ah, vous m'avez perdu, vous m'avez retrouvé? C'est bon, t'es de retour. Ouais, je pense qu'il faut penser cohérent en fait. Hein. Qui est-ce qui est au service de l'économie locale? Qu'est-ce qui peut se faire c'est assez compliqué. Chez nous, elle est arbitraire, on l'a posée comme ça. Voilà, c'est ce qui nous permet à nous d'aller nous déplacer simplement. C'est ce qui nous permet à nous d'avoir un lien direct avec l'agriculteur. C'est ce qui nous permet à nous de nous dire que en termes d'impact carbone,
ça va bien. Voilà. Il y a une question sur la partie éducation qu'on a mentionnée. Pauline demande si l'un ou l'une d'entre nous travaille avec l'État, la France ou l'Europe sur des projets d'éducation entre les écoles et un agriculteur et les agriculteurs ou Ouais. les pêcheurs. Est-ce que c'est le cas de certains d'entre vous? Moi, j'ai quelques éléments de réponse sur ça. En fait, il y a pas mal de maires et de communes en France qui essaient de réinstaller les agriculteurs sur les communes avec des méthodes de pratique bio et du coup pour faire directement l'approvisionnement pour les enfants qui mangent dans les cantines, etc. C'est un sujet qui est assez complexe à mettre en place, qui est super vertueux, mais qui est complexe parce que la plupart des choses, des légumes du maraîchage qu'aiment bien les enfants, en fait, ils sont produits pendant la période des vacances concrètement. Et donc, il y a un petit sujet de décalage. Après, bon, il y a tous les potirons, les poireaux, etc. Et donc, il y a aussi le sujet de remettre dans les menus plus d'éléments qui sont consommés tout au long de l'année. Mais effectivement, il y a déjà plusieurs exemples de communes qui ont commencé à le faire, où il y a vraiment l'installation de l'agriculteur qui a souvent un bail avec la commune qui possède le terrain et qui vend directement à la cantine. Et ça, effectivement, pour le point de Marion tout à l'heure, si en plus on reboucle avec des visites sur ce terrain-là, je pense que c'est une super démarche à mettre en place qui n'est pas évidente, mais que nous, on regarde de près en tout cas, parce que voilà, si on peut y participer sur le financement, c'est des démarches qui sont juste parfaites d'un point de vue éducation, alimentation et santé. Il y a également tout le travail qui est fait par l'école comestible, qui fait la découverte des végétaux et de leur cuisine avec les écoles. Et je pense que ça reste à une échelle pour l'instant naissante, mais c'est une belle initiative et c'est un bel exemple, je pense, à diffuser. Ouais, j'allais parler de l'école comestible. On travaille aussi avec d'autres projets entrepreneuriaux qui sont similaires à l'école comestible, qui travaillent sur d'autres territoires, d'autres régions, qui sont soit des projets associatifs, indépendants, ou alors qui sont, je pense aussi à à des réseaux comme Miam, qui a un programme d'éducation dans le 93, avec des écoles pour former à la cuisine les élèves. Donc, il y a plusieurs initiatives qui sont indépendantes ou non, portées par des entrepreneurs et des entrepreneuses. Donc, on vient d'avoir une information en exclu que le Drive to New arrivera à Paris en 2026. Ok, bah, je pense on a fait un peu le tour des questions. C'est bon pour toi, Marion? Ouais, merci à toutes et à tous. Merci à Paul, Salomé et Charles d'avoir répondu à ces questions et nous avoir donné plus de contexte et de compréhension des enjeux. Et bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.